90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Rebecca Amselem, fondatrice de la newsletter Les Glorieuses. Bonjour Rebecca Amselem. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Cette semaine, les femmes travaillent gratuitement depuis 2 jours. Ce moment de l'année où les femmes ne sont symboliquement plus payées. C'est vous qui l'avez identifié aux Glorieuses. Dit autrement, il y a des chiffres d'après un sondage de l'Institut IFOP. 41% des femmes françaises vont connaître par exemple une forme de violence économique au cours de leur vie. Est-ce qu'on peut, pour commencer Rebecca, définir ces violences économiques? Absolument. Alors les violences économiques, c'est un manque à gagner qui peut aller jusqu'à un appauvrissement total des femmes. Alors il y a des violences économiques dans la sphère conjugale par exemple, et on a décidé de faire ce sondage avec l'IFOP qui montre que 41% des femmes sont victimes de violences économiques conjugales. Il s'agit de 23% dans les couples actuels, donc il faut savoir qu'une femme sur 4 dans son couple actuellement est victime d'une violence économique conjugale. Alors une violence économique conjugale, c'est quoi? Ça va être un partenaire qui va exercer un moyen de pression sur sa partenaire pour faire en sorte qu'il ait plus de pouvoir économique. Donc il y a des situations extrêmement claires, par exemple un partenaire qui va saisir la paie de sa conjointe, et puis ça va être des situations un petit peu plus insidieuses, comme par exemple un couple où un homme va gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que sa partenaire, et pour autant va exiger de sa partenaire qu'elle paye 50 dans les dépenses du foyer pour les enfants, etc. Ça peut être aussi le non-versement de la pension alimentaire ou ne pas avoir droit à un compte courant personnel, par exemple. Exactement. Quand on parle, par exemple, de versement de la pension alimentaire, on se rend compte que c'est 50% des femmes qui sont victimes de ce type de violence. C'est énormissime. Ça, c'est pour la sphère privée. Et dans la sphère plus publique, finalement, la sphère professionnelle, par exemple, ça prend quelle forme? Alors, ce qu'on s'est rendu compte, notamment grâce à ce sondage IFOP, c'est qu'une femme qui gagne sensiblement moins que son partenaire a 2 fois plus de chances d'être victime, enfin je parle pas de chance en fait, 2 fois plus de possibilités d'être victime de violences économiques conjugales. Et donc ces violences dans la sphère professionnelle se traduisent par les inégalités salariales. Et c'est pour ça que chaque année, avec la newsletter des Glorieuses, on calcule ce moment évidemment très symbolique où les femmes arrêtent d'être payées. Et les inégalités salariales sont une réalité en France. Pour autant, on a proposé, depuis maintenant, ça fait 8 ans qu'on fait ce mouvement pour l'égalité salariale, des mesures, notamment des mesures de politique publique pour endiguer vraiment ces inégalités. Ça passe par quoi, par exemple? Eh bien, déjà, dans un premier temps, au-delà des mesures de politique publique, j'aimerais vraiment dire que ce mouvement est avant tout à destination des femmes. J'ai vraiment envie de dire que si jamais les femmes sont moins payées que les hommes aujourd'hui, c'est pas de leur faute. C'est pas parce qu'elles choisiraient des secteurs qui seront moins rémunérés, c'est pas parce qu'elles ne sauraient pas négocier leur salaire ou alors négocier une augmentation. J'aimerais bien vraiment changer le faisceau de culpabilité. Le regard, le prisme, oui. Exactement. C'est vraiment un mouvement qui est à destination des pouvoirs publics, qui demande 3 choses fondamentales. Le premier élément, c'est appliquer le principe d'égale-conditionnalité. Donc, égale-conditionnalité, c'est quoi? C'est de conditionner l'accès au marché public, premier marché en France, c'est de conditionner l'accès aux subventions publiques ou encore aux incitations fiscales données aux entreprises au respect de l'égalité salariale. Si on prend par exemple l'exemple de l'index égalité femmes-hommes qui avait été mis en place par Madame Pénicaud, ce qu'on peut dire, c'est que uniquement les entreprises qui auraient plus de 98-99 sur 100 à cet index peuvent postuler à ces éléments-là. La deuxième mesure, c'est de revaloriser les métiers dits féminisés. Il y a des secteurs dans notre société qui sont moins rémunérés économiquement parce qu'ils sont moins valorisés socialement. Le service à la personne, ce genre de Exactement, de c'est les métiers du soin. C'est plus de 90% du corps infirmier sont des infirmières, plus de 96%, si j'ai bonne mémoire, des sages-femmes sont des femmes. Donc on parle des personnes qui prennent soin des autres personnes, on parle des personnes qui mettent au monde des bébés, on parle des personnes qui éduquent nos enfants. Et ce sont des métiers qui sont peu valorisés et qui sont extrêmement féminisés. Donc moi, ce que je dis, c'est pas de dire aux femmes orientez-vous vers les secteurs de la finance ou orientez-vous vers les secteurs de... Bien qu'il faut qu'elles le fassent aussi parce que ça passe quand même par là, malgré tout. Alors c'est vraiment une question intéressante. Je pense que effectivement ça peut passer par là, mais c'est aussi une question morale et une question philosophique ou même en fait sociétale. C'est de dire, est-ce qu'on veut plus de programmatrices, est-ce qu'on veut plus de financières, ou est-ce que notre société n'a pas besoin d'infirmières, est-ce qu'elle n'a pas besoin de professeurs? Si jamais on pense à la société qu'on veut, vraiment la société de demain, est-ce qu'on veut une société sans personnes qui font les métiers du soin parce que ce ne serait pas valorisé économiquement, ou alors est-ce qu'on veut des personnes qui soient rémunérées à la hauteur de ce qu'elles apportent dans notre société? Oui. Et il y a vraiment eu ce rendez-vous manqué avec le Covid où on a vraiment vu l'importance de ces personnes-là. Ça aurait pu être une occasion d'augmenter leur salaire. Jean-Marc Daniel.
Oui, une question un peu plus personnelle. Vous avez parlé de votre association. Elle fonctionne comment, votre association? Ça existe depuis 8 ans, c'est ça? Alors, c'est pas une association, Les Glorieuses, c'est une newsletter féministe que j'écris depuis 8 ans, qui est produite par une entreprise qui s'appelle Gloria Media, que j'ai fondée il y a à peu près. Et donc, pour votre vie au quotidien, elle est financée par la diffusion de votre newsletter, c'est ça? Eh bien, une partie. Oui, la production de cette newsletter, la production d'autres newsletters aussi, et puis d'autres activités par ailleurs. Et la deuxième chose, c'est depuis le temps que vous existez, est-ce que vous avez l'impression que ça évolue ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est plutôt dans une phase de stagnation avec beaucoup de discours mais peu de réalité concrète? Alors c'est une très bonne question. Il y a des jours où j'ai l'impression que ça avance et puis d'autres jours un petit peu moins. La première année qu'on l'a faite, c'était en 2016 et c'était le 7 novembre à 16h34. Cette année, c'est le 6 novembre à 11h25. Donc en fait, on pourrait dire qu'on a même reculé en 6 ans. Et en fait, ce qu'on remarque en substance, c'est que l'écart de rémunération n'a pas tellement évolué. Il y a un écart de 0,7 points à peu près. Donc c'est beaucoup trop marginal pour dire qu'il y a une progression dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Pour aller plus vite et pour conclure, parce qu'on a peu de temps, est-ce qu'il y a des solutions justement à faire améliorer cette situation dans l'aspect professionnel qui a ensuite énormément de répercussions justement sur les violences économiques conjugales? Alors les solutions, c'est avant tout des solutions qui peuvent venir uniquement des pouvoirs publics. C'est ce que je disais, c'était léguer à conditionnalité, la revalorisation des métiers dits féminisés ou alors faire un congé parental équivalent pour les 2 parents post-accouchement. Et ça, c'est vraiment grâce aux travaux de notre prix Nobel d'économie qui a reçu cette année Claudia Goldin, qui a montré que l'écart de rémunération se creuse considérablement au moment du premier enfant. Il y a une dernière mesure qui s'appelle la transparence des salaires, qui, alors on le met normalement tous les ans dans notre pétition, on l'a pas mis cette année parce que ça va dans le bon sens. Et ça, c'est un peu notre côté c'est un peu optimiste. De l'année. Oui. C'est ça. Il y a un arrêt de la Cour de cassation qui date du 8 mars dernier, donc date éminemment symbolique, qui dit que dans le cadre d'un contentieux, une salariée peut demander à son entreprise la fiche de salaire de son collègue si elle soupçonne une inégalité salariale. Et un deuxième élément qui va dans le bon sens, c'est une directive de l'Union européenne qui enjoint les États membres de transposer en droit national à partir de 2026 cette transparence des salaires. Parce qu'on remarque que dans les pays où les inégalités salariales sont plus faibles qu'en France, il y a une transparence des salaires. Ça permet de savoir à quel type de salaire on peut prétendre quand on postule à un nouvel emploi. Ça permet de savoir aussi à quel type d'augmentation on peut prétendre quand on fait sa demande d'augmentation. En tout cas, les deux sphères sont intimement liées. Merci beaucoup, Rebecca Amselem, d'être venue nous voir aujourd'hui, fondatrice de cette newsletter Les Glorieuses.